Bonsoir à toutes et à tous. Ravi d'être ici ce soir parmi vous aux portes de Rennes. Je crois comprendre qu'on fait concurrence avec un match de foot, mais vous êtes pourtant venus très nombreux. Et donc on s'attaque à un grand sujet. Souveraineté, grandeur et dépendance, on l'a dit, un slogan très très fort. Et donc qu'est-ce qu'on peut mettre derrière ces mots? Beaucoup a déjà été dit sur la question de la dépendance qui a été mise en lumière pendant la crise. Et en même temps, ce qui me frappe, c'est que les enjeux de dépendance, c'est souvent surtout des enjeux de très long terme, des choses où on ne peut remonter la pente que sur le temps long. Donc il faut se fixer les objectifs et porter une action dans la durée. Et donc sans prétendre à l'exhaustivité ce soir, je vous propose de nous plonger dans 3 défis sur la question de la souveraineté française. 3 défis pour lesquels beaucoup reste à faire, mais pour lesquels on peut s'inspirer de ce qui est parfois déjà fait ici en Bretagne. Alors, ces 3 défis sont en premier lieu la question de la résilience, avec la vulnérabilité aux produits importés, fournisseurs étrangers notamment extra-européens. Deuxième défi, la question de la dette publique. La dette publique, question de souveraineté et de dépendance, parce que dépendance aux créanciers étrangers. Et enfin, un sujet peut-être qui vous surprendra davantage, mais qui à mon sens est peut-être le plus important, qui est le sujet de l'éducation. Sujet assez largement absent du débat public. L'année dernière, on a beaucoup parlé de dette publique, on a beaucoup parlé de résilience, de dépendance, très peu d'éducation, et pourtant, à long terme, c'est peut-être là que se cachent les clés de la souveraineté et peut-être de la grandeur. Donc résilience, dette publique, éducation, je vais insister sur quelques dénominateurs communs à ces 3 défis, et je pourrai aussi répondre à toutes vos questions dans l'échange qu'on aura juste après, et puis aussi peut-être après la table ronde lors du cocktail. Alors sans plus attendre, commençons avec les questions de résilience. Sur ce sujet qui est au cœur de l'actualité du fait de la crise sanitaire, on a plein d'exemples qui nous viennent en tête. Par exemple, la question des masques. On a eu des pénuries de masques. Ça a été interprété par certains comme un révélateur de fragilité qui serait comme inhérente à la mondialisation, à nos modes de production globalisés, aux chaînes de valeur. Et donc on a aujourd'hui un débat qui est un peu polarisé en quelque sorte, entre d'un côté ceux qui estiment que la crise aurait signé l'échec irrémédiable de la mondialisation, il faudrait changer de modèle radicalement, et puis de l'autre, certains qui disent qu'il y a peut-être beaucoup de bruit pour rien, que c'était une crise tellement exceptionnelle qu'elle ne peut pas nous dire grand-chose, et que d'ailleurs l'essentiel du commerce international pour la France, c'est surtout du commerce avec le reste de l'Union européenne, mais il n'y a pas là une menace pour la souveraineté française. Dans ce contexte, on a aussi beaucoup parlé de relocalisation. C'est d'ailleurs le cas ici en Bretagne. Il y a une étude très intéressante qui a été faite sur ce point, qui regardait les potentiels de relocalisation industrielle, avec des chiffres de l'ordre de 1,7% du PIB breton qui pourrait être relocalisé avec plusieurs chantiers, dont l'aéronautique, le traitement des déchets, la filière emballage, ou encore les équipementiers de l'agroalimentaire. Donc, étant donné ce débat polarisé, comment établir un état des lieux sur lequel on s'accorde tous pour avoir une idée de l'ampleur de ce problème de résilience auquel on s'attaque et comment se fixer des priorités? Faut-il par exemple tout relocaliser? Est-ce que les relocalisations devraient être l'outil principal? Mon message sera finalement assez simple, c'est qu'il ne faut pas tout relocaliser, il faut cibler certains produits très spécifiques, se donner du temps pour remonter la pente et utiliser plusieurs outils, dont les relocalisations, mais pas seulement. Alors pour en arriver à cette conclusion, il faut nous appuyer, me semble-t-il, sur 2 constats. Le premier constat, c'est de se poser cette question large sur la mondialisation. Est-ce que, oui ou non, les pays qui sont davantage insérés dans la mondialisation, dans les flux internationaux, sont exposés à des chocs plus fréquents? Est-ce qu'ils ont un PIB plus volatile? Eh bien, ce n'est pas le cas. Empiriquement, il n'y a pas de corrélation, de relation statistique entre l'ouverture commerciale d'un pays et la volatilité de son PIB. La raison, c'est qu'il y a plusieurs facteurs qui jouent en sens opposé. Et par exemple, quand on est davantage ouvert à l'international, on a accès à plusieurs marchés, et donc on diversifie ses risques de demande. Donc de ce point de vue-là, on est moins exposé à des chocs de demande, donc ça réduit la volatilité. Puis d'un autre côté, il y a la partie approvisionnement, chaîne de valeur, spécialisation sectorielle, et tout ça, ça contribue en revanche à une hausse de la volatilité que peut connaître l'économie d'un pays. Et notamment les chaînes de valeur, elles conduisent à un processus de spécialisation très très fort et avec parfois des goulots d'étranglement, des
des pays qui vont concentrer quasiment l'intégralité de la production mondiale. Un exemple, c'est sur les semi-conducteurs de dernière génération. On a quasiment l'intégralité de la production qui se situe à Taïwan, chez TSMC. Donc quand il y a une pénurie de semi-conducteurs, un problème chez TSMC, eh bien, il y a un effet en chaîne dans le monde entier. Et naturellement, ça a des effets très importants. Ça peut mettre à bas toute une filière, toute la filière automobile. Et donc, une source de vulnérabilité à un point d'une chaîne de valeur peut ensuite avoir un effet en cascade. Ça peut venir de rupture d'approvisionnement avec un risque économique, une défaillance, un bout de la chaîne. Ça peut parfois être un risque géopolitique. On a vu pendant la crise des restrictions à l'exportation sur certains produits. Et donc, c'est cela les risques qu'on a en tête. Mais le message, ce premier constat, c'est qu'il ne s'agit pas d'avoir un discours général sur la mondialisation des échanges comme facteur de perte de souveraineté, mais d'identifier précisément les produits vulnérables et stratégiques pour pouvoir les sécuriser. La question qui vient tout de suite après, c'est quelle est l'ampleur de cette dépendance? Y a-t-il beaucoup de produits comme cela pour lesquels on est dépendant? Là, je vais vous montrer quelques résultats d'une étude qu'on a fait avec le Conseil d'analyse économique. Et le chiffre clé, ça va être 4%. 4% de nos importations constituent des vulnérabilités. Et on va s'interroger ensemble sur le diagnostic. 4%, est-ce que c'est peu ou est-ce que c'est beaucoup? Alors, on fait un exercice qui finalement est assez simple. On prend les données des douanes. Donc, on couvre tous les produits importés, aussi exportés. Mais là, on va se concentrer sur les importations. Et on va dresser une liste des produits pour lesquels on est dépendant de pays extra-européens, et spécifiquement on dépend d'un faible nombre, un seul pays extra-européen qui nous fournit plus de la moitié de nos approvisionnements. On regarde tous les pays, à peu près 10 000 produits importés avec les classifications très détaillées des douanes. Et ensuite on regarde ces cas où on est dépendant d'un faible nombre de pays extra-européens, et on trouve 644 produits. Vous voyez là sur ce graphique, 644 produits pour lesquels l'approvisionnement est majoritairement hors Union européenne et très concentré. Alors des exemples, c'est par exemple, il y a des minerais, il y a bien sûr les terres rares, il y a des produits de chimie inorganique comme l'iode, il y a des produits de chimie organique, certains antibiotiques, il y a des appareils médicaux comme les IRM. Il y a beaucoup d'exemples dans beaucoup de secteurs différents, notamment la chimie, mais aussi l'agroalimentaire. Et sur ces 644 produits, on peut aller un cran plus loin et identifier des cas où on a une autre source de vulnérabilité, qui est qu'il y a une seule entreprise en France qui concentre plus de 90% de nos approvisionnements au niveau national. C'est-à-dire que s'il y avait un problème dans cette entreprise, on serait dans une situation de vulnérabilité, puisque c'est un goulot d'étranglement du point de vue de l'importation. Donc là, on a 122 produits qui sont dans cette situation. Et c'est là des produits très concentrés dans le secteur de la chimie, avec plus d'un tiers de ces produits. Voici ici un graphique qui illustre un peu la répartition sectorielle des produits, beaucoup de chimie, pharmacie, beaucoup d'agroalimentaire, et puis aussi les pays dont on est dépendant. Les États-Unis viennent en premier, suivi de la Chine. Et ce qui est intéressant, notamment dans le cas de chimie-pharmacie, c'est que c'est un secteur qui globalement se porte bien. On a une balance commerciale qui est excédentaire. Et pourtant, c'est dans ce secteur-là qu'on a le plus grand nombre de vulnérabilités, qui montre bien que c'est un sujet où il faut aller dans le détail pour identifier les sources de vulnérabilité. Je vous ai dit 4%. Qu'est-ce qu'on en fait de ce 4%? C'est à la fois peu et beaucoup, parce que 4% de la valeur des importations totales de la France, effectivement, c'est clairement pas la majorité, mais en même temps, si on perd l'accès à ces produits, ça peut avoir un effet en chaîne très important sur la chaîne de valeur. Exemple des semi-conducteurs qu'on a bien vu récemment, impact sur toute la filière automobile. Donc la bonne nouvelle, c'est que le sujet est relativement circonscrit, donc on peut s'y attaquer sans vouloir remettre en cause les gains du commerce international, notamment pour le pouvoir d'achat des consommateurs. Et en même temps, il faut bien s'attaquer à ce problème, parce que si on ne le résout pas, on s'expose à des coûts élevés. Donc ce constat étant posé, quelle priorité peut-on se donner? Et il me semble qu'il y en a deux. La première, c'est qu'il faut affiner en fait ce diagnostic. Là, on a beaucoup de produits. Après, on peut aller encore plus dans le détail. Ici, on montre des exemples dans le secteur chimie-pharmacie. Il faut s'accorder sur ce qui considère... Parce que ça, c'est des produits vulnérables au sens où on est dépendant, mais certains de ces produits ne sont pas forcément très stratégiques. Et donc ça, c'est une étape qui reste encore largement à construire avec un échange entre les pouvoirs publics et les experts des filières pour vraiment s'accorder sur ce qui est à la fois vulnérable et stratégique, où on n'a pas de substitution à court terme.
Et puis, il faut aussi songer à des méthodologies de stress test, un peu comme on a dans le secteur bancaire, où on peut voir des effets en chaîne. Il y a notamment la question des fournisseurs, les vulnérabilités indirectes auxquelles les uns et les autres peuvent être exposés. Quand on est chef d'entreprise, souvent on peut avoir une idée de ses propres vulnérabilités, mais c'est beaucoup plus difficile de mesurer la vulnérabilité de ses fournisseurs. C'est des choses qui peuvent être faites, notamment avec les données qui existent au niveau européen, qui à l'heure actuelle n'ont pas été utilisées à ces fins pour des raisons d'accès aux données, un peu des limites qui peuvent être levées, mais qui n'ont pas encore été levées. Et donc ça, c'est une priorité importante, c'est-à-dire faire une cartographie qu'au niveau européen, on peut faire de manière très fine, pour avoir toutes les dépendances indirectes. Si on a un fournisseur en Allemagne, en Europe de l'Est, qui lui-même est très dépendant d'un pays asiatique ou d'un pays dont on estime qu'il y a des risques économiques ou géopolitiques, c'est des choses qui peuvent être davantage partagées par les pouvoirs publics avec les entreprises au niveau français, au niveau européen. Et ensuite, il faut considérer une multitude de risques dans cet exercice de stress test. Il y a des risques économiques comme les ruptures de chaînes d'approvisionnement, mais aussi des risques climatiques, par exemple une tempête en mer du Nord qui viendrait affecter les principaux ports maritimes européens. Est-ce qu'on pourrait faire face à ce type de choc? Et puis les risques géopolitiques, on pense aux guerres commerciales. D'ailleurs, il y a des exemples qui remontent même à avant la crise. Il y avait par exemple en 2011 le tsunami au Japon qui avait eu des conséquences importantes jusqu'ici non loin de Rennes sur le site de groupe PSA où il y avait en fait eu une rupture d'approvisionnement en débitmètres d'air des moteurs. Et donc ça avait conduit à la suspension de la production pendant une semaine. Donc on peut avoir cette cartographie fine. Et une fois qu'on a ça, la deuxième priorité, c'est de se fixer des objectifs de long terme en matière de résilience et en combinant tous les outils dont nous disposons. On parle beaucoup de relocalisation, mais la première étape, c'est plutôt la diversification des approvisionnements, les alliances stratégiques avec nos partenaires, notamment européens, qui n'ont pas forcément les mêmes vulnérabilités. On peut avancer très vite sur ces points-là. Quand la diversification n'est pas possible, on peut aussi penser au stockage, avec des systèmes de subvention. Et enfin, pour les intrants ou composants qui sont proches de la frontière technologique et pour lesquels on pense qu'on a les capacités pour être compétitifs, là, effectivement, il y a matière à vouloir relocaliser ou localiser, produire de manière compétitive et ensuite, comme ça, garder cet avantage comparatif au cours du temps. Un exemple sur, par exemple, les semi-conducteurs. S'agissant de la fabrication des semi-conducteurs de dernière génération, on est très très loin, mais sur les logiciels de conception pour les semi-conducteurs, on est beaucoup plus fort. Et donc on peut se spécialiser sur cette partie de la chaîne de valeur. Et un quatrième point, c'est la question de la dépendance mutuelle. Et dans bien des cas, on peut être très fort à un point de la chaîne, moins à un autre point, mais du coup, il y a un équilibre qui se crée et la dépendance devient relative. Là aussi, les semi-conducteurs, c'est un exemple intéressant. Il y a Taïwan pour la partie production, mais il y a aussi les Pays-Bas, une entreprise ASML qui fournit les machines qui sont utilisées à Taïwan quasiment en intégralité. Donc il y a déjà une forme de dépendance mutuelle entre l'Europe et Taïwan. Donc mon message, vous l'avez compris, c'est qu'il ne faut pas tout relocaliser, il faut au contraire cibler et se donner ces objectifs-là dans la durée. C'est un problème de dépendance qui est réel, mais qui n'est pas insurmontable si on cible correctement et si on porte notre effort dans la durée, mais il n'est pas acquis qu'on le fasse. Par exemple, dans le plan de relance, on avait un volet relocalisation, mais qui a surtout été un soutien conjoncturel à l'investissement. C'était un soutien nécessaire, mais on voit avec les procédures d'évaluation qui ont été conduites depuis, par exemple le rapport du comité présidé par Benoît Cœuré, publié il y a quelques semaines, que ça n'a pas vraiment fait bouger les lignes sur la question des vulnérabilités et de la relocalisation. Donc ciblé et effort dans le temps. L'autre sujet, c'était celui de la dette publique. C'était l'autre grand sujet, me semble-t-il, dont on a parlé l'année dernière, et qui, bien sûr, était le pendant du soutien aux ménages, aux entreprises, qui était tout à fait nécessaire. Ça a conduit à une hausse de la dette publique de 97% à environ 115%. Et c'est aussi un enjeu de souveraineté, parce qu'une part importante de la dette française est détenue par les non-résidents, environ 53%. Donc on peut devenir à force dépendant de nos créanciers, ça a été le cas ailleurs, en Argentine, en Grèce. En tout cas, c'est un indice qu'on n'assure pas notre financement en propre. Et bien sûr, beaucoup a été dit et écrit sur la dette publique. Moi, ce que je voulais rappeler ici, c'est 3 constats. Le premier constat, et à nouveau, ça me semble intéressant de mettre ça en perspective, étant donné les propositions dans le débat public qui circulent, et on y reviendra. Le premier constat, c'est la dynamique d'endettement. Si on poursuit sur
nos rythmes de dépenses publiques sans orientation nouvelle, le constat, c'est que l'endettement va se poursuivre et le ratio de dette sur PIB va continuer à augmenter au cours de la décennie qui s'annonce. C'est le cas dans la plupart des scénarios macroéconomiques qu'on considère. Le deuxième constat, c'est ce à quoi sert l'endettement public. Dans les années récentes, on voit qu'on n'a pas privilégié les dépenses d'avenir, surtout les dépenses de retraite qui ont augmenté à un rythme élevé. Si vous regardez les dépenses d'investissement, si vous regardez les dépenses d'éducation, et des rythmes de hausse beaucoup plus faibles, parfois on est en fait à la baisse s'agissant de l'investissement notamment. Le troisième constat, c'est que le débat public est de faible qualité s'agissant de ces enjeux de dette publique, parce qu'il est extrêmement polarisé, avec des propositions assez extrêmes, même tout à fait extrêmes, comme l'annulation de la dette publique, qui serait une grave erreur. Et on voit bien quand on regarde les sondages que les Français expriment une inquiétude sur la dette publique, mais se disent aussi très mal informés. Par exemple, ils estiment que la dette publique augmente surtout à cause des dépenses de l'État, alors qu'en fait, c'est les dépenses sociales, les dépenses des collectivités qui augmentent plus rapidement, et ce sont aussi ces dépenses qui représentent l'essentiel des dépenses publiques. Donc dans ces conditions, il est impératif de faire des choix sur les investissements et sur les dépenses à privilégier. Choisir, c'est toujours renoncer. Donc là aussi, il faut se donner des priorités. La première priorité, c'est de redonner un peu les clés aux citoyens et notamment au Parlement pour qu'il puisse y avoir un débat sur ces questions et ce qu'on privilégie, puisque c'est essentiellement un choix politique. Mais actuellement, les citoyens sont dans une situation où il est très difficile de se retrouver dans ces dynamiques de dette publique, notamment du fait de l'état du débat. Et je note que contrairement à la plupart des pays de l'OCDE, nous n'avons pas en France une institution indépendante qui soit chargée d'élaborer des trajectoires de finances publiques de moyen terme, de long terme, qui anticipe les prochaines crises, ne serait-ce que cette idée très simple on a des crises économiques à peu près tous les 10 ans, intégrer cela dans nos trajectoires de dette publique et de finances publiques, anticiper les besoins liés au vieillissement, liés à la transition énergétique, tout cela est fait, mais en ordre parfois dispersé et sans que ce soit facilement réappropriable par le citoyen, alors qu'on a vu dans tous les pays qui ont changé de braquet sur ces questions d'endettement, par exemple le Canada ou la Suède dans les années 90 et 2000, c'est toujours sur la base d'un constat clair, largement partagé par les citoyens, qui a eu ensuite une impulsion et des choix clairs et un redressement à terme. La deuxième priorité, c'est qu'il faut davantage privilégier les dépenses d'avenir, les investissements d'avenir. Le contexte de faible taux d'intérêt, c'est une chance pour financer la transition écologique et énergétique et financer les dépenses d'avenir. Il y a beaucoup d'exemples ici en Bretagne, par exemple les investissements en cours de discussion sur l'hydrogène vert, la question de la décarbonation du secteur agricole, bien sûr. Et puis aussi des exemples à l'échelle nationale. Le plan France 2030, c'est bien une ambition d'investir pour l'avenir, mais avec des limites, avec d'une part, là aussi, un faible rôle donné au Parlement, et d'autre part, des montants qui restent relativement faibles. 30 milliards sur 10 ans, c'est à peu près le budget de recherche et développement de Google sur un an, et c'est aussi à comparer avec nos dépenses publiques de retraite en France, qui chaque année se montent à environ 330 milliards. Donc le message ici est simple, c'est de dire que la souveraineté, ce n'est pas forcément la réduction de toutes les dépenses, mais c'est contenir la mauvaise dette, et quand c'est nécessaire, s'endetter pour préparer l'avenir. Ce qui nous amène au sujet de l'éducation. Sujet d'avenir, parce que la France est en assez mauvaise posture sur ce plan-là, et on en parle relativement peu. On pourrait parler d'un déclassement éducatif, le mot ne serait pas trop fort. Si on regarde les classements internationaux, l'année dernière, il y a eu cette étude qui s'appelle TEAMS, qui regarde les résultats en mathématiques des élèves français de CM1 et les compare à ceux d'autres pays de l'OCDE. Eh bien, les élèves français sont avant-derniers de l'OCDE. Il n'y a que le Chili derrière eux et derniers de l'Europe. Il y a d'autres enquêtes qui sont encore plus frappantes, notamment des enquêtes des services de l'éducation nationale qui montrent que la baisse de niveau, ici toujours en mathématiques, mais c'est plus large, mais cette baisse de niveau concerne tous les élèves, toutes les classes sociales, et que ce n'est pas qu'un déclin relatif par rapport à d'autres pays qui nous rattraperaient, mais c'est aussi, il se trouve, un déclin absolu par rapport à nos performances dans le passé, et qu'on observe même pour les meilleurs élèves. Et c'est peut-être là l'élément le plus surprenant et le moins connu et le moins débattu. Si vous regardez ce graphique, et donc là, les services statistiques de l'éducation nationale ont fait en 1987 une étude qui pose certaines questions de mathématiques. Après, ils ont posé les mêmes questions au cours du temps, sur 30 ans.
En 87, ils ont défini des seuils, par exemple un seuil pour le top 10% des élèves. 30 ans plus tard, on n'a plus que 1% des élèves qui sont au-delà de ce seuil, où 30 ans auparavant, on en avait 10%. Il y a beaucoup d'autres sujets qui ont été un peu évoqués tout à l'heure. Le système éducatif français est souvent déconnecté du monde des entreprises. Les stages, le mentorat, l'apprentissage sont peu développés, malgré des progrès très conséquents ces dernières années, notamment sur l'apprentissage, notamment avec le plan Un jeune, une solution. Mais globalement, on voit qu'une des grosses difficultés de notre pays, ça a souvent comme sous-jacent un problème d'éducation et de compétences. On voit des chiffres assez analogues s'agissant des compétences des adultes. Et donc c'est un enjeu pour l'activité économique, pour la capacité à innover, à rester dans la course mondiale et donc, in fine, pour la souveraineté. Le deuxième constat, très rapidement, c'est que malgré l'importance de cet enjeu, l'éducation n'a pas été un sujet prioritaire dans le débat public ces dernières années. Ce n'est pas un sujet vraiment dans la campagne présidentielle en cours. Et on peut tout de même s'en étonner. Il n'existe pas vraiment de travail de diagnostic approfondi sur la question de ce déclassement. Il y a quelques exceptions. Il y a le rapport Villani-Torossian, par exemple, sur les mathématiques. Mais nos marges de progression restent très importante. Bien sûr, beaucoup a été fait. Il y a eu le dédoublement des classes de CP en ZEP. Il y a eu des dispositifs d'accompagnement comme Devoirs faits, Vacances apprenantes, Parcoursup. Mais le consensus, c'est bien que nos marges de progression restent très importantes. Et je mettrai en avant deux idées à cet égard. La première, c'est tout simplement qu'il faut mettre ce sujet de l'éducation au cœur du débat public, en le liant aux enjeux de souveraineté, mais plus globalement, et parce qu'on voit bien qu'il y a des pays comme l'Allemagne, le Portugal, qui avaient eu des résultats très similaires aux nôtres dans les années 2000. Mais il y avait eu un sursaut collectif, les journaux avaient parlé de ça toute l'année, ils appellent ça le choc PISA en Allemagne. Nous n'avons pas eu de choc PISA l'année dernière avec la publication de ces résultats. Et on voit bien que les échéances électorales de l'année prochaine, c'est l'occasion de se prononcer sur tout cela, sur les efforts budgétaires nécessaires, sur les missions assignées à l'école, sur les transformations qu'appelle un système éducatif qui, comme toute grosse machine, est forcément parfois rétif au changement. Toujours est-il que sans mandat clair des électeurs sur ces sujets, le prochain locataire de l'Élysée aurait des difficultés face à l'ampleur de la tâche. La deuxième priorité, c'est le sujet de l'orientation des jeunes vers les métiers d'avenir, que je mets en avant ici parce qu'il me semble sous-estimé. Il y a un retard français s'agissant de la politique d'orientation. C'est un sujet bien connu en Bretagne avec les difficultés de recrutement en général en période de sortie de crise, mais même avant, dans le secteur de l'agroalimentaire, qui est un secteur très porteur, mais qui n'est pas forcément toujours bien connu et bien perçu. Donc il faut faire davantage pour faire connaître les métiers d'avenir. Et je vais être à court de temps pour vous l'expliquer en détail, mais ce qui me frappe, c'est qu'il y a beaucoup d'initiatives des entreprises, des associations sur le terrain, et tout à l'heure on en évoquait certaines avec cette nouvelle plateforme pour les stages qui va être lancée et qui me semble très utile. Donc on a toutes ces initiatives, mais qui restent de l'ordre de l'initiative. Et donc je pense qu'il y a un débat de société important à avoir sur le rôle des entreprises, des associations et du tissu de l'économie sociale et solidaire pour aider à l'orientation des élèves en les sensibilisant à ces métiers d'avenir. Et c'est singulièrement le cas en Bretagne, qui est la première région ESS de France. Et on a des études économiques qui montrent, d'une part, qu'il y a fait des évaluations randomisées, un peu comme on fait des évaluations médicales, où on voit quel est l'effet de telle ou telle intervention. Donc on connaît maintenant les effets de dispositifs comme le mentorat, les stages, qui sont des effets très positifs. Donc on peut avoir des effets à court terme sur les choix d'orientation des élèves vers ces métiers d'avenir. Et puis, il y a un enjeu macroéconomique. C'est aussi quelque chose qu'on regarde avec le Conseil d'analyse économique. Et pour vous donner juste un chiffre, on estime qu'en mobilisant les leviers en fait, qui existent déjà, mais qu'on n'a pas encore mis en musique au niveau national et financé à plein, l'enjeu, c'est 0,2 points de croissance à horizon 2030, c'est-à-dire 5 milliards d'euros qui viendraient supplémentaires chaque année à partir de cette date. Donc, c'est vraiment un enjeu de croissance important. Et il me semble que jusqu'ici, on est tous d'accord pour dire que c'est un enjeu important pour les inégalités, mais qu'on n'a pas forcément une prise de conscience de l'enjeu également pour la croissance. Voici donc ce que je voulais vous dire sur ces points. En fait, notre capacité à renforcer notre souveraineté, vous l'avez compris, je crois qu'on a ces capacités, mais qu'il faut se fixer des priorités, y travailler sur le temps long et finalement avec des priorités de bon sens. 3 messages. Le premier, c'était que la souveraineté, ce n'est pas de tout produire en France, mais qu'il faut œuvrer à sécuriser quelques produits clés, 4% de nos importations. Le deuxième message, c'est que pour être moins dépendant de nos créanciers étrangers, il faut contenir la mauvaise dette tout en privilégiant les dépenses et les investissements d'avenir, parfois en continuant à s'endetter à ses fins. Et le troisième message, c'est que la meilleure manière de préparer l'avenir et notre indépendance, c'est probablement
d'investir dans l'éducation, de réfléchir à la gouvernance de l'éducation. Sur tous ces sujets, pas de solution miracle à court terme. Résilience, dette publique, éducation, c'est des sujets qui ont 2 points communs. On ne peut les traiter que sur le long terme. Et surtout, le débat public à leur sujet est souvent polarisé, ce qui rend précisément difficile de porter une action dans la durée. Donc il faut renforcer cette capacité collective à agir de concert dans la durée, en associant pouvoir public, entreprises, monde associatif. Ça doit être fait sur tous les sujets. J'évoquais notamment la question de l'orientation, mais ça doit être fait sur tous les sujets, avec une culture de la concertation et du compromis, qui est probablement beaucoup plus présente en Bretagne qu'ailleurs en France, comme on le dit souvent. Donc à mon sens, c'est comme ça qu'on renforcera notre souveraineté et qu'on traitera de ces sujets, résilience, dette publique, éducation, mais aussi beaucoup d'autres sujets, de l'immigration à la natalité en passant par le contrôle des investissements étrangers, la cybersécurité, le soft power ou encore l'indépendance énergétique. Certains de ces sujets vont être abordés d'ici quelques minutes pendant les tables rondes. Et donc je vous remercie pour votre attention et je me réjouis à la perspective d'échanger avec vous. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Merci beaucoup, Monsieur Jaravel. On s'en doutait, vous avez été nombreux à poser des questions, et notamment, je tiens à le préciser, juste au début de votre introduction, nous avons eu directement une question qui est: notre dette publique peut-elle être reprise par l'Union européenne? Direct. Non. Mais on répond tout de suite ou on vous Ah oui, je vous en prie, répondez tout de suite. Ah oui, on ne va pas faire patienter l'assistance. Ce qui est intéressant sur ce sujet, c'est qu'en fait, en 2020, en gros, 90% de la nouvelle dette publique émise a été reprise par la Banque centrale. Donc effectivement, le mécanisme, c'est la Banque centrale européenne, crise d'envergure incommensurable, soutient les États pour lutter contre la crise économique. Et donc effectivement, on nous finance, mais ensuite il faut rembourser cette dette dans le temps. Et la Banque centrale européenne ne peut pas annuler la dette. Ça poserait beaucoup de questions sur... en fait, les créanciers à l'avenir ne voudraient pas nous reprêter. Il faut savoir que chaque année, en fait, on réemprunte 200 milliards d'euros sur les marchés. On appelle ça faire rouler la dette. C'est-à-dire qu'on ne rembourse jamais vraiment la dette. On réemprunte pour payer la dette qui arrive à échéance. Et au cours du temps, si notre croissance économique est suffisamment élevée par rapport à nos dépenses publiques, on fait diminuer le ratio de dette sur PIB. Et c'est ça qui montre notre capacité à maintenir notre capacité à rembourser. Donc il n'y a pas de solution miracle. Il y a plein de problèmes juridiques. La Banque centrale européenne ne peut pas annuler la dette. Mais en fait, il ne faut pas être surpris du fait qu'on ait pu soudainement augmenter les dépenses publiques, parce que c'était une bonne dette, au sens où il y avait un problème clairement identifié, qui est une crise économique sans précédent. Et donc c'est tout à fait différent de périodes entre guillemets normales, où on est censé reconstituer des marges de manœuvre et privilégier certaines dépenses plutôt que d'autres. Donc la réponse est assez claire, c'est non. Non. Et on ne peut pas l'annuler, c'est non, non. Malheureusement. Non. Une autre question sur l'éducation, est-ce qu'on peut avoir un choc PISA alors en France, parce que là, on est au fond de la piscine quand même, là. Effectivement, je pense que ça ne tient qu'à la ferveur du débat public de mettre ce sujet sur la table. Il n'y a pas de raison que ça ait pu être fait ailleurs et pas en France. Donc ça pose plein de questions de gouvernance. Différents acteurs vont avoir différentes préférences, différentes priorités, mais il faut au moins commencer par mettre ce sujet au cœur de tous les débats. Je ne sais pas si vous avez regardé les débats présidentiels ces dernières semaines. On a rarement parlé d'éducation. Il y a eu quelques exceptions, mais quand même assez rares. Il y a quelques sujets dont on ne parle pas dans les débats pour les présidentielles, en effet, et qui sont très importants. Et qu'est-ce que ça veut dire la gouvernance alors pour l'éducation? Quand vous parlez de ça, un ministre de l'Éducation, évidemment, ça ne suffit pas. Qu'est-ce que ça veut dire dans votre esprit une gouvernance pour l'éducation? Moi, sur ce plan-là, mon rôle, c'est de vous dire ce que je sais, mais aussi ce que je ne sais pas. Et donc là, en l'occurrence, ce que j'ai regardé, c'est plutôt les questions de la politique d'orientation. C'est pour ça que j'évoquais ce point à la fin, et qu'on peut montrer que ce que font aujourd'hui les associations, parfois les entreprises avec les stages, le mentorat, parfois juste des ateliers d'information sur les métiers d'avenir. Notamment, il y a beaucoup de travaux sur des différents types de carrières, comme les métiers de la science et de l'innovation, où on voit que des choses très simples, comme présenter ces métiers à des publics qui pourraient avoir tendance un peu à s'auto-censurer,
Il y a pas vraiment ils ne se projettent pas dans ces carrières. Ça peut être les jeunes filles qui ne pensent pas que la science, ce n'est pas pour les femmes, des choses comme ça. Et que donc, en fait, des interventions assez simples où juste on amène l'école dans l'entreprise ou inversement, ça permet vraiment de changer la donne et même à assez court terme. Et donc ça pose ensuite des questions. Est-ce que la politique d'orientation, elle doit être faite entièrement par l'éducation nationale? Est-ce qu'il y a une part de concertation? Il y a plein d'initiatives qui montrent qu'il peut y avoir de la concertation. Il y a eu au niveau national des choses comme le plan Un jeune, un mentor qui vraiment fédère l'association pour une mission commune. Et donc forcément, différents acteurs vont avoir différents avis sur ça. Donc moi, mon rôle, c'est de vous dire qu'il y a un enjeu économique très très fort, qu'il y a beaucoup d'outils qu'on sait utiliser. Je pense qu'on peut s'en saisir. Après, il faut trouver le juste milieu pour que chacun s'y retrouve et ne se sente pas... voilà, que chacun se retrouve dans ses missions. Alors une petite question polémique sur la même thématique, je la cite. Qui osera dire que le retard des élèves vient du retard pédagogique des enseignants? Comme je disais, il n'y a pas vraiment de travail de diagnostic très approfondi sur cette question-là. L'élément central du rapport Villani-Torreson sur les mathématiques, c'est de dire qu'en fait, on aurait perdu à peu près 2% chaque année. En fait, on devient moins bon à chaque niveau, mais ce n'est pas vraiment d'une manière qui est très, très manifeste. On se relâche un peu, on devient moins bon, mais après, il y a un effet cumulatif. Donc, pour les élèves, près de 2% sur 10 ans, ils deviennent 20-25% moins bons. Et donc, même une approche en fait, qui peut être incrémentale peut avoir un gros effet de levier parce qu'il y a ces effets cumulatifs dans l'éducation. Une autre question qui porte sur la résilience, votre première ouverture tout à l'heure, et qui concerne vos travaux. Vous travaillez sur l'innovation, vous travaillez sur les inégalités, et une question qui concerne vos travaux, présents ou à venir. Est-ce que vous retravaillez la théorie des avantages compétitifs, compte tenu de ce que nous vivons en termes de souveraineté? Alors moi, sur ce sujet-là, ce que j'ai regardé, c'est en fait, la question un peu de l'avantage compétitif du point de vue de la théorie économique, c'est d'où viennent les gains du commerce international. Et donc cette théorie, c'est-à-dire que de base, certains pays seraient meilleurs dans certains types de production plutôt que d'autres. Et donc c'est pour ça qu'il y a des gains à l'échange. Il y a des théories très très différentes, par exemple sur les rendements d'échelle, où grâce au commerce international, chacun peut se spécialiser. Et en fait, c'est du fait de la spécialisation qu'on devient beaucoup plus productif. Et donc c'est souvent cette deuxième théorie maintenant qui est plutôt mise en avant. Et moi, un point qui me semble important, c'est en fait la dynamique de la concurrence. C'est-à-dire que du point de vue du consommateur, il y a des études récentes, certaines des miennes, mais aussi d'autres équipes de recherche, où on essaye de comparer les pertes d'emplois qui sont causées par le commerce international aux gains de pouvoir d'achat pour le consommateur. Et ce qu'on trouve, c'est qu'il y a en fait des gains de pouvoir d'achat qui sont beaucoup plus élevés que dans la théorie standard de l'avantage comparatif, ou même que celle des rendements d'échelle croissants, à cause d'effets de concurrence, c'est-à-dire que comme les entreprises entrent en concurrence, du coup elles sont poussées à réagir, parfois baisser leurs marges, parfois innover davantage, et du coup ça a un gain pour le consommateur. Pour donner un ordre de grandeur sur ce point-là, on prend le cas de la Chine dans les années 2000 en France. Les études concluent que ça a conduit à la baisse de 100 000 emplois dans l'industrie en France. 100 000. Et en termes de gain de pouvoir d'achat pour le consommateur, c'est de l'ordre de 30 milliards d'euros. Donc, c'est-à-dire chaque année, maintenant, on a un stock de 100 000 emplois industriels en moins et on a 30 milliards d'euros de pouvoir d'achat en plus. Bien sûr, c'est du pouvoir d'achat très diffus. Qui, là, en l'occurrence, c'est assez partagé sur toutes les classes sociales. Ce n'est pas que les ménages modestes, parce qu'il y a aussi plein de biens de consommation intermédiaire. Du coup, ça réduit les coûts, mais ça se retrouve dans plein de biens. Donc ça, c'est pour vous dire qu'il y a cette troisième théorie du commerce international qui est les effets de concurrence, qui est beaucoup moins développée, mais qui, en fait, empiriquement, a l'air d'être vraiment celle qui importe pour expliquer ces gros effets sur le pouvoir d'achat par rapport aux emplois. Vous évoquiez un temps long. Il y avait une question sur comment anticiper, justement, dans les années à venir, les solutions liées à l'écologie et à notre impact carbone. Ça, effectivement, ce qui est très intéressant sur ce point, c'est que souvent les économistes sont assez dubitatifs sur l'idée de faire de la planification, d'anticiper les choix technologiques, parce que les entreprises sont mieux placées pour le faire. Mais s'agissant de la transition énergétique, il y a des externalités très très claires, et surtout il y a une nécessité de planifier à très 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 long terme. Et quand on regarde beaucoup des investissements qui sont nécessaires pour la décarbonation, la stratégie générale étant électrifier, produire avec de l'électricité décarbonée, en fait ces investissements d'électrification, parfois ils ne sont pas coûteux, c'est-à-dire qu'il nous faut en fait gagner de l'argent quand on se projette à suffisamment long terme, parce que quand on passe à l'électricité,
fait des gains de productivité, on appelle ça parfois de la sobriété énergétique, mais c'est de l'efficacité énergétique, et donc du coup on paye moins cher, le coût de l'énergie baisse par unité produite, et donc en fait c'est un investissement qui est rentable. Et donc de ce point de vue-là, comme il faut se projeter à très très long terme, c'est parfois difficile pour les ménages, parfois aussi pour les entreprises avec des contraintes de crédit. Et donc il me semble que là il y a un rôle assez bien défini, c'est-à-dire qu'on connaît les objectifs de long terme avec les émissions net zéro à horizon 2050, et qu'il y a plusieurs outils à développer pour permettre ces investissements de long terme, avec des partenariats publics-privés. Bon, si on a encore le temps, Céline. C'est une dernière question. Dernière question, une question sur l'éducation encore, qui intéresse beaucoup la salle, visiblement. L'éducation sociabilise au lieu d'instruire. Alors, ce serait la question, c'est les dernières réformes invitent plutôt à sociabiliser plutôt qu'instruire. Alors, derrière ce mot éducation, il y a beaucoup de choses, et il y a toute une communauté éducative, comme on dit, mais il y a cette réalité ou pas? Comme je vous le disais, je pense qu'il y a un besoin de diagnostic fort. Le seul élément que je mettrai en avant, c'est qu'il y a beaucoup d'études qui montrent que les élèves français sont... en fait, s'agissant de la confiance en soi, ce que les anglo-saxons appellent les soft skills, en fait, en France, on est plutôt mauvais. Donc, si on dit que, même très mauvais, les élèves n'ont pas de confiance en eux, ils pensent que non seulement ils sont mauvais en mathématiques, mais qu'ils n'ont aucune opportunité, ils n'ont aucune chance de progresser. Et donc, de ce point de vue-là, je ne sais pas si on sociabilise de la bonne manière. C'est-à-dire que si on veut sociabiliser, il faudrait insuffler cet esprit de dire, voilà, chacun fait des progrès, et visiblement, il y a un retard assez clairement identifié sur ce point-là en France par rapport aux autres pays de l'OCDE. Merci beaucoup. On pourrait continuer encore très longtemps, mais nous avons des tables rondes aussi qui vont arriver. Merci beaucoup, Monsieur Jaravel. Vous pouvez l'applaudir.